faut être bien entouré pour faire bouger les choses et obtenir des résultats optimaux. Voilà pourquoi pas ici nous travaillons en équipe. Et l'équipe est déjà prête pour vous divertir. Bonjour et bienvenue. Alors bonjour chers chroniqueurs, comment vous allez? Bruno, Jocelyne, ça va? Ça va bien. Bonjour à tous les amis téléspectateurs. Très bien, bonjour Rebecca, salut à toutes, salut à tous. C'est un plaisir d'être ici. Voilà, un jeudi, comme ça à midi, ça fait plaisir. Donc vous avez choisi de rester à ma droite, quoi? Oui. Pourquoi ce choix? À la droite de la mer. À la droite de la mère, à la droite de l'animatrice. Alors, comment vous allez votre semaine? On est déjà jeudi. Comment s'est déroulée la semaine jusqu'ici? Oh, très bien. Semaine de travail naturellement, donc on s'y met, ça va. Rien n'a changé, quoi? La routine? C'est la routine, voilà. C'est pareil, mais bon, comme on est jeudi, le week-end s'annonce, donc tu es contente? De quoi être un peu gai. En tout cas, je sais pourquoi. De tout d'ici. Non. D'accord. Alors, dans e-tech du jour, nous posons nos valises en Ouganda. Une jambe artificielle est conçue à partir de l'imprimante 3D. Regardez. Ce sont les premiers pas de Jessie avec sa nouvelle jambe. Conçue grâce à une imprimante 3D, elle va lui permettre de retrouver une enfance normale. Avant, je pouvais aller chercher de l'eau. Mais depuis que j'ai perdu ma jambe, je ne peux plus. L'Ouganda compte environ 250 000 enfants amputés, la plupart à cause de maladies congénitales et d'incendies, mais seuls 12 prothésistes pratiquent dans le pays. Grâce à ce nouvel équipement, il ne faut qu'une journée pour fabriquer la prothèse, contre une semaine pour les anciennes prothèses en plâtre. Un gain de temps qui va permettre de soigner plus de monde. Avec l'ancienne technique, on pouvait faire 2 patients en une semaine, si on travaillait tous, si tous les autres techniciens étaient là. Mais avec la technologie 3D, le nombre de patients a augmenté. On peut en faire 10 ou 15 par semaine, ça dépend de la taille. Il suffit de scanner le membre pendant 40 secondes et de le modéliser sur un logiciel. Puis l'imprimante fabrique la prothèse en maximum 16 heures. Parfaitement adaptée au membre, elle est aussi beaucoup plus confortable pour le patient. Quand vous scannez, vous avez les vraies dimensions du membre. Avec l'ancienne méthode, le plâtre a tendance à gonfler. Tous les plâtres qu'on moule gonflent parce qu'on met de l'eau. Mais avec la 3D, vous avez la vraie forme du moignon. Et quand on enfile la prothèse, elle va parfaitement. Plus rapide, plus précise, cette méthode est aussi relativement peu chère. Une prothèse coûte environ 3 € à fabriquer. Pour autant, cela ne suffira pas à appareiller tout le monde, faute de financement du gouvernement. On ne cessera jamais d'en parler. La technologie fait des merveilles. Chers chroniqueurs, Bruno, Jocelyne, Bruno, l'imprimante 3D pour permettre à des enfants de marcher à nouveau, une prouesse à encourager certainement. Oui, elle est encouragée, elle est même, j'ai envie de dire, magique, parce que quand on regarde un peu dans la conception, en termes de gain de temps, c'est déjà ça. En plus, on voit aussi le processus, c'est à la limite extraordinaire de voir qu'on peut scanner le reste d'une jambe qui a été amputée à la base. Et quand on scanne, c'est qu'on passe après à la conception donc, de la prothèse. Et ça se fait vraiment en un temps record. Après, c'est imprimé, c'est conçu, c'est imprimé. Et lorsqu'on vient fixer cette prothèse-là au reste de la jambe qui est encore sur le corps humain, ça va parfaitement. Comme si on avait pris des mesures, en fait. Donc, c'est du grand art simplement. Et surtout, l'idée derrière, c'est de soulager ces gens-là qui souffrent d'avoir une jambe dans la vie ou d'avoir une demi-jambe dans la vie et de ne pas pouvoir marcher comme tout le monde. Parce que quand on vivait dans une société où tout le monde, ou presque tout le monde est complet, que vous êtes diminué, que ce soit au bras, vous êtes manchot, vous avez une jambe, vous êtes unijambiste, etc. C'est vraiment dérangeant. Mais quand on vous donne la possibilité de retrouver, d'avoir une prothèse qui va à votre
enfin, qui vous va très bien et avec laquelle vous arrivez à vous déplacer et à vous sentir comme tout le monde, franchement, vous retrouvez une seconde vie et c'est vraiment intéressant. Dans le monde du sport, on a vu des athlètes comme ça qui, au départ, ont des prédispositions, en fait, n'ont pas de prédisposition à pratiquer leur sport parce qu'ils veulent faire du sprint, parce qu'ils veulent être athlètes, mais ils n'ont pas une jambe. Enfin, ils sont unijambistes, donc à la base, c'est impossible pour eux en temps normal de compétir, de courir, etc. Mais grâce aux prothèses, c'est vrai que ce n'est pas ces prothèses conçues en Ouganda, mais grâce aux prothèses en général, qui restent une prouesse de la science et de la technologie, on peut retrouver une seconde jambe et on participé à de grandes compétitions d'athlétisme et ont même remporté des prix. Je pense à l'athlète sud-africain Oscar Pistorius, même si après son histoire, ça s'est terminé derrière les barreaux. Il s'est limé les dents derrière les barreaux de prison civile. Mais c'est un peu ça. Ça donne une seconde vie, franchement. C'est un pur bonheur de voir qu'en Ouganda, les gens vraiment travaillent dans ce sens-là. Alors, tu es d'avis, Jocelyne? Ouais, je suis entièrement d'accord parce que je ne veux pas imaginer aujourd'hui un monde sans technologie. Vous n'avez pas idée de tous les vides que comble la technologie aujourd'hui. Et quand vous voyez dans ce domaine-là, où la technologie permet quand même de donner à nouveau de l'espoir à ces personnes-là qui, entre griffes, sont diminuées, je crois que c'est tout bénef en fait pour le monde, pour l'humanité. Parce que c'est jamais voulu. Et quand aujourd'hui la technologie arrive à combler, je crois que c'est tout simplement magique, comme l'a dit Bruno. C'est tout simplement magique, des prothèses en forme, grâce à l'imprimante 3D, oui. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas chercher à moderniser tout ceci pour que l'enfant se sente carrément, on va dire quoi, ressemble aux autres enfants de sa génération, pour qu'il ne pense pas qu'il y a quelque chose en moins le concernant? Oui, mais je pense que c'est déjà un pas, ce qui se fait en Ouganda. C'est vrai que dans d'autres pays beaucoup plus évolués en termes de technologie, les gens ont des prothèses aujourd'hui, qu'elles soient dentaires, qu'elles soient jambaires, etc. Quand vous voyez, enfin, s'il ne vous dit pas que c'est une prothèse, vous ne saurez pas. Parce que c'est fait, c'est recouvert à la limite de peau, comme si c'était la peau humaine, etc. Ça a des prothèses qui ont des articulations, etc. Donc la personne marche normalement et a le même sentiment d'être un homme complet. S'il ne vous dit pas qu'il a une prothèse, vous ne saurez pas. Maintenant, ce qui se fait du côté de l'Ouganda, c'est déjà un pas. Parce que ce qui est intéressant ici, c'est que lorsque vous faites une prothèse, vous devez aussi vraiment fabriquer la prothèse de sorte que ça puisse aider la personne à retrouver l'équilibre. Parce que la jambe qui est diminuée, en fait, la jambe qui est amputée laisse un vide. Et lorsque vous placez la prothèse, il faut qu'en marchant, parce qu'à la longue, quand les prothèses ne sont pas réussies, ça crée des problèmes au niveau des reins. Parce qu'il y a des os au niveau des reins qui, normalement, sont censés cohabiter. Donc s'il y a des déséquilibres, si soit une jambe est plus longue que l'autre ou une jambe pèse plus que l'autre, c'est que ce os-là va en prendre un coup sur la durée. Mais là, déjà, c'est un pas et toute œuvre humaine est perfectible. Déjà, il y a quelques années, ça n'existait pas en Ouganda. Aujourd'hui, ça existe. Et c'est sûr qu'à l'œuvre et à l'exercice chaque jour, ils vont trouver des améliorations, des points d'amélioration à apporter à leur création. Et c'est sûr que d'ici les prochaines années, on aura des prothèses beaucoup plus réussies et ce travail 3D est formidable. Et dire qu'aujourd'hui, dans le monde de la technologie, ça ne chôme pas, ça ne dort pas. Il y a de cela 20 ans en arrière, vous n'avez pas la possibilité de voir ces prothèses-là. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, imaginez dans les années à venir ce que ça pourrait être. Donc, ces enfants, je pense qu'il y a encore de l'espoir pour toutes ces personnes-là. Voilà. Et dans le reportage qu'on a suivi tout à l'heure, la voix off le disait, 250 000 enfants amputés en Ouganda à cause des maladies congénitales. Est-ce que ce n'est pas possible aujourd'hui, grâce à la technologie, justement, Bruno, d'arriver à détecter ces maladies-là déjà à la source et empêcher que l'enfant ne naisse amputé? En fait, la raison pour laquelle notre monde continue de voir des naissances avec des complications congénitales, c'est quoi? C'est qu'il y a des règles
établi, médical, assure pas les femmes enceintes en fait. Mais personne n'est posté dans chaque maison où il y a une femme enceinte pour la suivre et s'assurer qu'elle respecte les règles. Voilà. Donc si vous mangez d'une certaine manière donnée, si vous prenez un certain nombre de comprimés, vous prenez certains types de comprimés, vous voyez par exemple une femme enceinte qui fait de l'automédication, dès qu'elle a mal à la tête, dès qu'elle a mal au ventre, au lieu de consulter sa sage-femme, elle préfère de prendre le paracétamol qui est à côté. Je ne dis pas que le paracétamol est interdit en période de grossesse, j'en sais vraiment rien. Mais je sais qu'il y a des comprimés où même dans la notice, on vous dit que c'est interdit à une femme enceinte. Tout à fait. Mais quand vous faites de l'automédication, c'est un exemple que je prends parmi tant d'autres, pendant que vous êtes enceinte, c'est que vous avez des comprimés qui peuvent participer à la malformation du fœtus. Et à partir de ce moment, c'est l'enfant qui soit avec une tête hypertrophiée, c'est l'enfant qui soit avec, je ne sais pas, le foie qui est déformé, le cœur qui a des malformations, etc. Et c'est compliqué comme ça. Aujourd'hui, on parle de 250 000 enfants qui naissent avec des malformations. C'est vraiment énorme. C'est quoi? C'est le quart du million, pratiquement. Donc, les pays comme l'Ouganda, aujourd'hui, peut-être que la population tourne, je ne sais pas trop, autour de 15-20 millions, peut-être. Imaginez, donc, 250 000 par an, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. En tout cas, c'est une innovation à encourager. Merci, chers chroniqueurs. Nos infos pêle-mêle à présent. Bruno, info pêle-mêle, c'est avec toi. Bien sûr, le record du plus longtemps en position de contorsion a été battu. Oui, vous-même vous avez dit contorsion, le mot semble compliqué, que l'acte l'est également. On va voir sur les images dans un instant ce que c'est qu'une contorsion, parce que là, franchement, vous mettez votre corps à l'épreuve complètement et imaginez vous tenir dans une position de contorsion jusqu'à 4 minutes 17 secondes, c'est le nouveau record. Alors, le temps le plus long donc mis à se maintenir en position de contorsion appelé Marinelli donc est tombé et il faut dire que à ce niveau, ce nouveau temps record donc est de 4 minutes 17 secondes. Imaginez rester dans une telle position où en réalité votre seul point d'appui c'est votre bouche sur voilà, on va dire sur un support qui est vraiment vertical comme ça. Donc à la moindre erreur, c'est que vous allez perdre votre cou, vos dents, votre bouche, je ne sais pas trop, mais vous allez perdre beaucoup de choses à la fois, mais restez dans cette position là où vous reposez finalement sur votre, vous voyez même le public en a la chair de poule. Une question. Ouais. Les personnes qui pratiquent ce type de sport-là ont une alimentation à part ou bien c'est les mêmes choses que nous mangeons là? Non, forcément, il y a une alimentation. Déjà, tout athlète devrait avoir une alimentation, mais dans ces sports encore plus vraiment très, je vais dire particuliers, je me permets de les appeler comme ça, c'est autre chose vraiment. Et c'est des sports spectacles en même temps parce que parfois on en fait du spectacle, mais au fond, c'est une véritable épreuve. Regardez là, depuis, elle est dans cette position-là et elle fera 4 minutes 17 secondes. C'est vraiment énorme de rester comme ça. Et il faut dire que la contorsion est une discipline donc acrobatique pratiquée au cirque et en gymnastique et en cabaret variété également. Elle est basée sur des mouvements de flexion et d'extension extrêmes du corps humain. Elle nécessite une importante souplesse, une aptitude physique souvent naturelle associée à un long et exigeant entraînement. Dans quelques très rares cas, certains contorsionnistes sont atteints de syndrome d'Ehlers-Danlos, donc une maladie génétique qui modifie la structure du collagène et rend les tissus conjonctifs très élastiques. Il faut dire que le record donc, était déjà battu précédemment en 2013 avec, il y avait déjà 33 secondes donc réalisées en 2013, mais avant, en 2008, il y avait également un autre record battu. Donc, alors qu'on évolue, là, ce record est venu créer un gap fou de jusqu'à 4 minutes 17 secondes, une souplesse extraordinaire et un art simplement éblouissant. À surtout ne pas reproduire à la maison. À surtout ne pas reproduire. Et l'athlète nous vient de la Mongolie, donc Rokar Dunasi, donc elle est de la Mongolie, c'est elle qui réussit donc ce nouvel exploit qu'il sera, j'avoue, difficile de battre. Vous pouvez essayer? Non, je ne peux pas.
Franchement, Ne je peux l'essayez pas. surtout pas à la maison. Franchement, Regarde, je en ne fait, peux en pas. fait, c'est Mais des exercices où il faut avoir l'équilibre. Il faut Et vraiment beaucoup avoir de l'équilibre. Et concentration. psychologiquement, Beaucoup de concentration. Parce que Beaucoup de concentration. le moindre bruit ici peut vous déconcentrer. Vous voyez, les gens applaudissent, mais vous devez rester concentré parce que là, votre... C'est une passion. Ouais, vous ne tenez qu'à un support vraiment vertical et très effilé. Donc, tout peut se passer. Vous restez tranquille. Vous cultivez la souplesse et l'équilibre. C'est très important, la souplesse et l'équilibre. Attends, Donc, c'est une passion. Il faut être vraiment passionné pour réaliser ça. Ouais, il faut vraiment être passionné. Il faut être souple aussi à la base. Quand pas- vous avez du mal à ramener votre bras droit sur l'oreille gauche d'abord, n'allez pas essayer. Est-ce qu'au Bénin, on a des athlètes qui Oui, font oui, ça? oui. On a des Oui, si, gymnastes, nous avons des gymnastes. acrobates. Oui, oui, je pense à Alexandrine Niinou, qui D'accord. est vraiment une championne dans le domaine. Je crois qu'elle est 5 fois championne du Bénin, qui fait énormément aussi dans la gymnastique. Mais ce n'est pas de ce niveau, parce ce que niveau. ça encore, c'est voilà, c'est autre chose. Et ça, c'est de la contorsion en plus, ce n'est pas forcément... bravo, hein. Voilà, Et quand vous le voyez Bravo, ainsi, c'est peut-être des années de travail Oui, c'est derrière. des- c'est pas peut-être, années de c'est travail. forcément des années. d'exercice. Ouais. En fait, c'est pas du jour au lendemain que c'est réalisable. Donc, c'est peut-être une vingtaine, une dizaine d'années maîtriser, le répéter, parce que c'est surtout Plusieurs la fois. répétition. Dans ce genre d'exercice, il faut répéter, il faut passer toutes ces journées à le faire, tout à fait. et avec ou sans public, pour le réussir comme ça quand il Wow. s'agit des examens. Et en tout cas, bravo. Donc, tout simplement. c'est des femmes souvent capables de prendre Oui. toutes sortes de positions, capables de se tordre, capables de... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois. On a l'impression Vous voyez. Je qu'elles vois, n'ont mais pas je ne vois pas. Attends, je Elles vois sont là. capables... Hein. Oui, De faire quoi? on est tous ici. de prendre toutes sortes de positions. Ouais, elles sont capables de prendre Voilà, toutes sortes c'est de ça qu'il positions, de se tordre, de se retordre, de s'entremêler C'est à la bon, limite c'est bon. les membres. On a compris. Bravo à la nouvelle championne. Vous avez vraiment compris? Alors Bruno, avant de passer à la deuxième information, Oui. je vais inviter, avec votre permission bien sûr, ton invité sur Alors, ce plateau. mon invité, c'est Dotouré Fa. Dotouré Fa, C'est une journaliste. Justement, c'est même pour ça que je demande à ce qu'elle nous rejoigne sur ce plateau, puisque de toutes les manières, tu aimes beaucoup Elle rester fait de la corporation. Elle fait de la contorsion. Non, elle ne fait pas de la contorsion. Ah, ça? Elle fait... Bon, J'ai- elle fait, je ne sais pas, hein, peut-être Ah, qu'elle on va va nous le lui- dire. Oui, venez. J'ai cru qu'elle fait de la contorsion, elle nous dira. Tu vas apprendre à le faire. Ah, d'accord. Donc, on va demander à Fanny de vous faire voir un peu une démonstration. dizaine de secondes d'image de D'image, contorsion. et on va Comme vous reposer semblez la question. intéressé, vous verrez si vous pourrez vous essayer. Fanny, on peut peut-être voir voilà, sac, quelques secondes vous de en ces images débarrasser. de contorsion. Voilà. Et je pense que la faites ça? contorsion, c'est pas un sport, c'est pas une discipline pour nous autres. Non, 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 non. Vous savez de quoi je parle, pour nous autres. Pourquoi vous êtes pessimiste? Je ne me vois quand même pas en train de faire ça. Ah, donc c'était de ça qu'il s'agissait. Non, 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 non. Donc, Peut-être ça, que vous le c'est faites, mais pour de courts instants souvent. Peut-être comme vous l'avez dit, Ouais. oui. Peut-être à des Mais moments. Bruno, Et il vous avez arrive- des il arrive informations. des J'ai dit moments peut-être, où je n'en on sais- devient souple sans savoir qu'on Sans ça, avait voilà. bon cette Donc, souplesse, oui. c'est elle Et me- ça, c'est me à rejoint. quel moment? Bon, on va dire ça. Et dans quelles circonstances? Mais ça, c'est bien. Il y a C'est- des enfants, par exemple, ma fille développe ça déjà à... Il faut Ouais, il faut elle l'initier à la essaie de gym. Et reproduire des- quand elle fait, j'ai peur qu'elle se casse. Mhm. J'ai vraiment peur. Peur qu'elle pour se elle. casse. Elle n'a que 6 ans, mais elle peut être comme ça et renvoyer ses mains derrière. Ah, Et- Elle est souple. Elle est Je très souple. pense qu'il faut vous rapprocher de la Fédération béninoise de Pour gymnastique déjà, pour l'inscrire. Pour l'inscrire. Si elle a des prédispositions, vous pouvez avoir une Alessandrine Ninou, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est bien possible. Championne d'Afrique, championne du monde. Oui. Alors, Championne deuxième olympique. information pour le compte de pêle-mêle de cette semaine. En Ouganda, un artiste plasticien s'engage au combat contre les préjugés du vitiligo à travers ses œuvres. Oui, vous connaissez ces maladies-là qui vous font essuyer des préjugés de votre société en Ouganda. C'est donc Martin Sekombougué qui décide donc de passer à l'action en utilisant son art plastique, puisqu'il est plasticien, pour se lancer dans un combat contre les préjugés à l'endroit des personnes qui souffrent du De cette- vitiligo. L'artiste de 25 ans veut sensibiliser sur cette maladie auto-immune en fait, et dans son studio situé dans la banlieue de Kampala. Il utilise tous ses pinceaux et tout ce qu'il connaît du bout de ses doigts pour sensibiliser
tous ceux qui apprécient son art, tous ceux qui viennent voir ce qu'il fabrique, tous ceux qui, on va dire, achètent son art également. C'est exactement ça. Et voilà, donc un peu comme pour dire que ces gens-là aussi, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos oncles, ce sont nos tantes, ce sont nos mamans, ce sont nos papas. Ils sont à être acceptés voilà, dans notre société. On ne doit pas les discriminer. On ne doit pas les discriminer. On va suivre rapidement cet élément qui nous en dit plus sur l'art de ce jeune homme. En Ouganda, Martin Senkubugé passe une grande partie de son temps enfermé dans cette petite pièce qu'il a transformée en studio d'art. Avec ses portraits qui pour la majorité représentent des personnes atteintes de vitiligo, l'artiste de 25 ans veut sensibiliser sur cette maladie auto-immune. Ma première pièce, waouh, elle était très spéciale pour moi. Elle s'appelle Vitiligo King. Elle est juste là. C'est une œuvre très spéciale. Elle montre comment quelqu'un comme lui est devenu une muse. Et que lui aussi a une histoire, qui peut s'écrire avec son corps non couvert. Parfois considéré comme un mauvais présage faute de connaissances, les personnes touchées par le vitiligo sont stigmatisées. Certains d'entre eux tentent désespérément de se cacher derrière du maquillage et des vêtements en raison des mythes associés à cette pathologie. Au départ, l'objectif principal n'était pas le public. L'objectif était les gens eux-mêmes. Je voulais qu'ils comprennent que nous pouvons changer les choses. Ils sont tristes à l'intérieur. La plupart d'entre eux sont cloîtrés chez eux. Certains ne se regardent jamais dans le miroir. Je connais un monsieur qui ne s'est pas regardé dans le miroir pendant 23 ans. Il est père d'une petite fille, mais il n'ose pas se regarder. Pourquoi? À cause de tout ce qu'on lui a dit. Bien qu'il existe peu de connaissances scientifiques sur la cause du vitiligo, Eva Atukunda, l'un des modèles de Martine, estime que pour changer le regard que la société porte sur la maladie, il faudrait commencer par mieux l'expliquer. Dans ces groupes, nous offrons un soutien aux membres qui se rencontrent et se conseillent mutuellement. Car lorsque je partage mon histoire, vous savez, il y a un pouvoir dans le partage. Et quand on le fait, on a l'impression qu'un fardeau nous a été enlevé. Surtout lorsqu'on discute avec quelqu'un qui a vécu la même expérience. Pour lutter contre la discrimination, l'association ougandaise du vitiligo offre un soutien psychosocial aux personnes atteintes de la maladie. Quant à Martin Senkubugé, il continue d'en faire des muses pour ses toiles. Et voilà, donc courage à ce jeune homme qui mène une lutte vraiment noble au sein de notre société. Tout ce qui tend à réparer les disparités, tout ce qui tend à réparer les injustices sociales, tout ce qui tend à réparer comment l'appellerais-je, les considérations à la limite inhumaines. Franchement, il faut encourager ce genre d'initiative. On n'en parle pas vraiment, le vitiligo, mais il y a beaucoup de personnes qui sont discriminées, qui sont stigmatisées. Je pense là tout de suite à Axel Merrill, qui a beaucoup milité et d'ailleurs qui n'a pas honte. Oui. De cette... Lui, aujourd'hui, c'est un web humoriste. Oui. Donc, et il milite beaucoup. Parfois, même, il reste torse nu. Il porte fièrement donc, ce mal-là en lui. Et voilà, il le défend. Sauf que tous les autres malades du vitiligo n'ont même pas le courage pour certains de sortir, d'aller à des réunions, d'aller en public, d'aller à un concert, par exemple. Et, bref, de vivre comme tout le monde. D'aller à la plage, on restreint ses sorties, on veut s'habiller pour cacher tout le corps. Oui. Voilà. C'est pas ça. Vous connaissez cette bien sûr, maladie-là? Bien sûr, je connais. Et c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai su que Axel Merrill en souffrait vraiment quand il a fait un post. Et je me suis dit, tiens, donc il avait ça. En fait, pour lui, c'est pas au visage. On voyait juste ça sur son corps. C'est pas beaucoup. Et je suis sûre que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Il faudrait déjà qu'ils s'acceptent. Eux-mêmes. Parce que si eux-mêmes ils ne s'acceptent pas, la société ne peut pas les accepter. Donc, c'est vraiment les appeler à s'accepter d'abord. Et puis voilà, et nous, on va accompagner. Voilà. Il y a beaucoup de visages connus qui en souffrent. C'est vrai que la plupart du temps, ce n'est pas apparent. C'est à des endroits cachés. Je pense également à Stéphane Bossa, un grand photographe béninois, le photographe d'ailleurs de Samuel Eto'o, qui en souffre mais pour lui, également. Je ne savais pas par exemple. Et c'est beaucoup plus au niveau de la jambe. Il assume. Puisqu'il porte des culottes, vous le voyez, l'assumer. Donc, je pense que tous ceux qui en souffrent devraient l'assumer. Voilà. Tout simplement. Alors, avant de passer maintenant à la troisième information, déjà, moi, j'ai une question pour vous, mesdames. L'afrobeat,
Donc, je pose la question à Kwefa parce que je sais qu'elle est un peu dans le monde du showbiz. Elle est manager d'artiste, un peu. Voilà. Donc, l'afrobeat, ça vous dit quoi? Je sais que selon mes recherches, je sais que c'est une tendance de musique, si je ne me trompe pas, c'est une tendance de musique, mais qui n'est pas trop basée chez nous, ici au Bénin. D'accord. Voilà. Toi? Je pense qu'elle a dit un peu ce que j'allais dire. L'afrobeat, en quelque sorte, est de la musique, une tendance musicale africaine, associée maintenant à une tendance musicale, comment je dirais, américaine. Parce que beat, en fait, ça fait anglais, donc ça fait américain, la musique africaine mixée avec la musique américaine. En tout cas, je ne sais pas combien Bruno va vous donner tout à l'heure, mais il va vous noter. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi afro dedans, hein, parce qu'on parle de cheveux afro, donc... Peut-être c'est une musique pour les afros. On va parler d'une famille au Nigeria, donc la famille Kuti que vous connaissez certainement. Kuti. Oui. Fela Kuti. Exactement. Donc les noms donc toi tu as parlé de l'afrobeat ici, là tu l'as oublié. On va dire les précurseurs de l'afrobeat au Nigeria. Donc lui qui est décédé il y a 25 ans, mais il a laissé derrière lui une progéniture qui continue de faire de l'afrobeat. L'héritage donc que le papa leur a laissé continue de perpétuer cet héritage-là. Il s'agit bien entendu de Fela Kuti, il s'agit de son fils plutôt Femi Kuti et de son petit-fils. Feni, vous avez dit? Oui. Feni comme notre réalo du jour. Oui, Feni comme notre réalo du jour et de son petit-fils également, Med Kuti, qui tous deux donc transportent cet héritage encore dans le temps pour perpétuer l'héritage laissé ou légué par leur papa et aussi, on va dire, continuer d'honorer sa mémoire. On va suivre ce geste-là très fort de cet enfant et de ce petit enfant qui transporte encore la musique aux États-Unis. D'accord. Dans la famille Kuti, la musique est clairement inscrite dans les gènes. Près de 25 ans après la mort de la légende de la musique nigériane Fela Kuti, son fils Femi et son petit-fils Madé transportent son mythique afrobeat aux États-Unis. C'est une sortie conjointe avec mon fils. C'est ce qui la rend extra spéciale. En raison de cette collaboration avec mon fils, il joue de la basse sur mon album, du saxophone. Être capable de l'apprécier en faisant ce travail et ensuite sortir ce projet ensemble. Et je pense que c'était très spécial pour moi. Leur double album Legacy Plus a été nommé aux Grammy Awards de cette année. Le duo père-fils espère remporter la catégorie Global Music lors de la plus grande cérémonie musicale américaine, organisée lundi à Los Angeles. Il a déjà tenu bon pour dire à tout le monde, c'est Madé Kuti et le mouvement avec son premier album. Ça m'a pris des années, regardez. Ma vie était misérable. Et pour trouver mes pieds dans un tel chaos, parce que mon père était énorme. Dans cet album divisé en deux parties, le fils Madé présente ses talents de virtuose. Il joue tous les instruments de sa section du saxophone à la batterie, en passant par la trompette et le piano. J'aime vraiment certaines des idées de certains musiciens qui prennent, retournent culturellement et réintroduisent les sons culturels sur la scène moderne, comme The Cavemen avec le High Life. Tout est merveilleux, le Nigeria est un lieu de créativité. Avec le temps, l'afrobeat a voyagé. Aujourd'hui, les jeunes Nigérians préfèrent danser sur de l'afropop, un dérivé joué par des superstars comme Davido ou Wizkid, également nominés aux Grammys de cette année. Bruno, on parle donc de l'héritage afrobeat laissé par Fela Kuti. Oui, cet héritage immense que je ne sais encore s'il y a des artistes du talent ou du niveau du talent de Fela Kuti, même qui est le pas père ses petits-enfants, ses fils. De l'afrobeat. Non, le talent qu'il avait était fou. Je ne vois pas Feni ni
Maître Kuti à voir encore l'immensité de son talent. Il avait un talent vraiment, vraiment immense. Déjà, être précurseur de quelque chose, être à la limite l'inventeur de quelque chose, ce n'est pas simple. Le père était un homme orchestre à la limite, donc il savait, il était sur plusieurs instruments à la fois et il les manipulait tous avec autant de dextérité. Et voilà, créer un mélange de musique traditionnelle nigériane, du jazz et du funk en même temps, faire ce melting pot-là en une seule musique et finir l'appeler Afrobeat, puisque c'est lui qui a sorti pour la première fois le mot Afrobeat au retour d'une tournée américaine avec son groupe qui s'appelait Nigeria 70s, donc en français Nigeria des années 70. Franchement, c'est... Jocelyne sourit tellement. Jocelyne, tu as quelque chose à dire? Il a même un titre qui porte ce nom-là, Nigeria 70s. Il y a un titre de ces chansons, voilà. Fela, en quelque sorte, j'ai eu à faire des recherches sur lui. Vous savez, je suis une passionnée, pas seulement de sport, de musique, de tout ce qui est de beaucoup de choses. De beaucoup de choses, voilà. Je suis une passionnée, donc j'ai eu à faire des recherches sur Fela il y a de cela quelques années. Et ce que disait Bruno tout à l'heure, c'est authentique. Je ne vois pas quelqu'un avoir l'immensité du talent de Fela. Fanny, son fils, chantera. Son petit-fils, Mad, il chantera. Ou Made, je ne sais pas si c'est Mad ou Made. Mad. Bon, les pareil. Deux passent, selon que vous êtes dans le monde francophone ou anglophone. Voilà, ils chanteront, mais aucun d'eux n'embrassera la carrière de Fela. Fela, c'est l'artiste qui sera jamais égalé. Il a été l'artiste dans son temps. Sa musique continue jusqu'au jour où je vous parle de faire parler d'elle. Je parle de ses musiques, bien sûr. Et pour les générations à venir, ça va se perpétuer. Donc, je pense que... Et même tous ses disciples, les Wizkid, et autres, Burna Boy, tous les artistes qui font de l'afrobeat, ils savent que le vieux père Andgrif était d'un talent fou. Et pour la petite histoire, Fela Kuti, c'est ce monsieur-là qui pouvait aller sur des scènes invité par des chefs d'État, que ce soit africains, américains, européens, parce qu'on l'invitait sur beaucoup de grandes scènes, puisqu'il dégageait quelque chose de par sa musique, de par ce qu'il faisait. Il était souvent invité pour de grands meetings, pour de grandes cérémonies, et c'est l'artiste, quand vous l'invitez, il n'a pas froid aux yeux de vous dire ce qu'il pense. Il peut vous dire, voilà, la façon dont vous gouvernez votre pays, c'est du n'importe quoi. Arrêtez de le faire. C'est l'artiste que vous invitez et qui est capable de vous le dire. Et aussi, c'était un monsieur à femme. Il adorait les femmes. Il en avait une vingtaine. Je vous dis, j'ai fait des recherches sur lui. Il en avait une vingtaine. Et c'est l'artiste, voilà, qui peut se promener tout nu avec ses femmes, faire des virées dans son quartier. Parce qu'il avait un quartier au Nigeria, il avait un quartier tout à lui. Il a acheté sa maison. Après, il a commencé à acheter toutes les maisons du quartier. À un moment donné, il avait une ville à lui. Et cette ville-là, c'était sa ville. Il régnait, voilà, comme président de la ville. Il pouvait se promener nu avec ses femmes. Il faisait ce qu'il voulait. En fait, c'était un monsieur très libertin, déjà libéré dans la tête. C'est l'artiste aujourd'hui. Je ne vois pas quelqu'un égaler Fela. Qu'est-ce qui vous a amené à faire des recherches sur lui? Sa musique. Parce que quand j'étais très jeune, quand j'étais à la maison, en famille, ma grand-mère avait des disques. Les grands disques, les très grands disques là, avec le magnéto pour des jouer. années 60. Voilà, des années 60. Donc, dernièrement, on rangeait les choses et je suis tombée sur un carton de ce disque-là et je vois Fela Kuti. Donc, c'est des musiques qui ont bercé mon enfance, mais je vois Fela Kuti et sur ce même disque, en fait, dans un album... C'est des musiques qui ont agité ton enfance, parce que c'est l'afrobeat. C'était pour te taquiner. Ça verse pas. Ce genre de musique, ça verse pas. Donc, sur l'album, en fait, ils ont mis les titres de l'album. Donc, il y avait un seul album, il y avait plus de 50 chansons. Vous vous imaginez un artiste qui sort un album avec plus de 50 titres. Donc, sur ce disque, il y avait le titre de ces chansons. Et je me suis dit, mais comment un artiste en un album, parce que les albums, il en a eu, hein, il en a plusieurs. Et donc, c'est ça qui vous a amené à justement aller faire des recherches. Aujourd'hui, les artistes
en un album, ils ont 5 chansons, 7 chansons, ouais. mais c'est le monsieur qui avait 50, 60 chansons sur un album, vous voyez. Alors, Wefa, vous connaissez Fela Kuti de son vivant quand même, vous l'avez connu? Vous connaissez ses œuvres? Honnêtement, non, je ne l'ai pas. Il est mort depuis avant la naissance de Doto. Voilà, donc je ne l'ai pas connu. Ça fait 25 ans environ. Non, mais tu dis avant la naissance de J'étais gamine, Doto. mais j'étais née toi aussi. Quand même, donc c'est toi. Quand même. C'est qui? C'est moi. Non, honnêtement, je ne l'ai pas connu de son vivant. Mais sa musique aujourd'hui, est-ce que ça vous dit... De toutes les manières, vous revivez tout cela à travers Whisky, bien sûr, Bernard Berry surtout, bien sûr, qui reprend la plupart du temps ses chansons. Et puis moi, je le vois même en tant qu'un Américain. On ne dirait pas que c'est un Africain, en fait. Parce qu'il évolue comme un Américain. Il s'en fout, en fait, de ce que pensent les gens. Lui, il évolue, et voilà. Bruno, c'était tout. C'était tout. N'est-ce pas? Vendredi En tout cas, je vous suggère... Jeudi prochain, on se voit avec d'autres informations. D'accord. Je suggère à tous les amis téléspectateurs de faire un tour sur les plateformes voilà, pour écouter du Fela. Je vais faire ça tout à l'heure. Quand vous écoutez, en fait, il chante en anglais, vous n'allez pas forcément comprendre ce qu'il dit, mais vous allez tomber amoureux. On a compris, Vous allez tomber amoureux de sa chanson. On a compris que toi, tu es déjà amoureuse. Moi, je ne comprenais pas forcément les paroles, mais... Il est l'heure de parler de mode beauté. Jocelyne, nous parlons aujourd'hui de quoi? Alors, aujourd'hui, on parlera de mode. Vous savez, la mode, aujourd'hui, c'est tout ce qu'il y a eu dans le passé qui est en train de revenir. Je vais le dire ainsi. Donc, le thème aujourd'hui, c'est la broche sur les vêtements. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une broche? Je suis sûre que tu es là pour m'édifier. On y va, on installe ta rubrique. De la broche. La broche. Et ce sera avec Doto Wefa qui est d'ailleurs déjà avec nous. C'est ça, hein? Tout à fait. Doto Wefa, qu'on ne présente plus beaucoup. Elle est journaliste. Journaliste, animatrice, elle est manager, manager d'artistes. En tout cas, elle a un gros carnet comme ça. Merci. Et elle est invitée pour nous parler de la broche, à ce qu'elle on commercialise. D'accord. C'est une amoureuse de broche. La plupart du temps, quand vous la voyez en ville ou quand vous la voyez sur ses statuts, quand vous la voyez sur ses vidéos TikTok, elle a toujours, bon, pas tout le temps, mais la plupart du temps, elle a une broche pour rehausser, voilà, pour rehausser cette tenue. Donc, elle est notre invitée. Elle nous parlera de la broche. Comment vous, Doto Wefa, avez-vous découvert la broche? Merci Jocelyne. Voilà, j'ai découvert la broche au Nigeria particulièrement. Je voyageais très souvent et il faut dire à la base je suis céleste. Donc j'ai remarqué nos mamans célestes là-bas, quand elles portent les soutanes, elles mettaient des broches. Et c'était très 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 beau à voir. Et là-bas en même temps, quand elles attachent la tête, les foulards, les tablas qu'on fait pour aller sur les agos ici, elles mettaient aussi des broches dessus. Mais quand vous remarquez ça, vous sentez qu'il y a un truc spécial qui s'ajoute. On va essayer. Vous voyez votre robe? Oui. Vous voyez qu'elle est toute simple. Ouais. On va essayer de mettre une broche, pardon, et on va voir. Quand je prends là, je ne rends pas. Vous allez je préfère le dire en direct. Rendons vivant, hein. Rendons les broches vivantes. Rendons les broches vivantes. Mais quand même, on va essayer et puis vous allez voir la différence. Ça va donner. Vous pouvez descendre et venir m'aider à... Avec plaisir, la reine. Ah, merci de reconnaître. Sur ce plateau. Le côté gauche, s'il vous plaît. Ici. Voilà. Alors, je voudrais vous raconter une petite histoire sur la broche. Comment est née la broche? Parce que je suis allée faire mes recherches, vous me connaissez. Raconte. Alors, la broche existait depuis les années 1300. Comment elle a été découverte? C'est bien ça, hein? Ouais, comment elle a été découverte? Comment elle a été découverte, la broche? C'était lors des guerres. Eh bien, les femmes des soldats portaient des broches. Les soldats, elles avaient des femmes qui mettaient des broches sur leurs vêtements, sur leurs tenues, sur leurs tuniques. Donc, pendant la guerre, eh bien, ces broches-là ont servi à tuer, excusez-moi, mais à anéantir les adversaires. Donc, ces soldats se servaient des broches que portaient leurs femmes pour déstabiliser, pour anéantir l'ennemi, l'adversaire. Donc, c'est ce qui a révélé, en fait, l'histoire de la broche. Et
à ce moment-là, la broche a été interdite. On a demandé à ce que des femmes n'en mettent plus parce que ça servait en fait à éliminer l'adversaire. Donc, c'était un peu, comment je dirais, un peu dangereux. Donc, on a supprimé l'existence de la broche. Alors, elle est revenue sous une autre forme, je crois sous la forme de la fébule. Ça a un nom, c'est revenu sous cette forme-là, mais ce n'était pas perçu comme une broche, c'était juste pour ajuster des vêtements. Ajuster si vous avez des décolletés, voilà. Et si trop descendu, vous pouvez mettre une broche pour ajuster. Donc, c'est revenu sous cette forme-là pour ajuster les vêtements. Et aujourd'hui, ça a pris toute une autre tournure. Mais avant aujourd'hui, lors des défilés, des grands couturiers, ils ont commencé à faire... merci de me passer le mot, ils ont commencé à l'adopter. Et aujourd'hui, c'est tendance. Quand vous sortez, vous voyez presque... Bon, en tout cas, les personnes initiées, ceux qui aiment les accessoires, mettent les broches. Donc, voilà. C'est comme ça que c'est parti. Ça ajoute un plus à votre style. Admirez la robe de l'animatrice maintenant avec la broche. Contrairement à... Vous avez vu ce que ça donne? Il y a encore quelques minutes sans la broche. Franchement, avec la broche, ça ressemblait à rien. Seigneur. Avec la broche, une petite touche. Voilà, une petite touche. Il faut dire qu'avant, la broche était essentiellement pour les femmes. Mais aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas ramené des broches pour hommes. Sinon, on allait essayer sur votre joli vestement et vous allez voir. Ça veut dire qu'il y a pour les hommes aussi. Oui, il y a des broches pour les hommes et avec la complicité du réalisateur de Fanny, on va voir des mannequins, des hommes qui ont une tenue avec une broche et vous allez avoir une idée de ce que ça donne quand c'est avec... voilà. Là, c'est le couple présidentiel, mais c'est la dame qui est accro, voilà, Barack et Michelle Obama. C'est la dame qui est très accro aux broches. La plupart du temps, quand elle porte ses vêtements, elle a une broche. Mais les hommes, ils en mettent aussi. Donc, vous allez voir des hommes qui ont une tenue. Aujourd'hui, ils en mettent même sur des good luck. Tout à fait. Sur des bassins unis voilà, aussi. Des bassins unis. Même des femmes en mettent sur des bombas. Parfois, même à la vente du tissu, déjà, la broche vous est proposée. En fait, ça vient comme un accessoire. Merci. Avec les manchettes et tout, je comprends mieux. Mais au-delà de tout, moi j'ai l'impression, parce qu'avec l'exemple du couple présidentiel américain, ou de l'ancien couple présidentiel américain qu'on vient de voir, je viens de me rendre compte, et même dans la culture britannique, que les broches en fait sont utilisées même par les grandes autorités. Parce que quand j'ai vu Barack et Michelle Obama, ça m'a fait penser à... elle est là. Voilà, la reine d'Angleterre. Voilà, ça m'a fait penser à la reine d'Angleterre qui en porte toujours. Ça me fait penser également à Madame Thatcher, qui était l'ancienne première ministre des Royaumes-Unis, qui en mettait toujours aussi. Donc, Madame Thatcher en mettait toujours. Vous ne verrez jamais la reine d'Angleterre sans broche. Ce n'est pas possible. Vous pouvez la voir sans chapeau, mais elle ne sort jamais sans broche. Et la plupart du temps, c'est une amoureuse des vêtements unis. Donc, quand elle porte sa tenue, elle a toujours une broche, soit assortie, parce que c'est une dame, quand elle met du vert, elle peut mettre une broche de couleur verte, et ou parfois elle change, ça dépend, compte tenu de son humeur, voilà. Elle a toujours une broche et elle, c'est une amoureuse des broches. Mais en dehors d'elle, il y a beaucoup d'autorités qui mettent des broches. Je pense à la première dame ghanéenne, Samia Baraoumia, je crois, je prononce très bien le nom. Elle aussi, la plupart du temps, elle, c'est une amoureuse des tenues africaines. Mais la plupart du temps, elle a une broche. Quand vous ne faites pas attention, vous ne la remarquez pas parce qu'elle fait du ton sur ton. Du ton sur ton. Voilà. Donc, on ne sent pas ça très souvent. Donc, en gros, il faut dire que les broches sont un atout chic pour l'élégance, s'il faut le dire. Et puis, aujourd'hui, on ne remarque pas les broches que sur les vêtements. Si vous faites attention, si vous faites vos recherches, vous allez remarquer qu'il y en a qui mettent au niveau de leur sac à main, au niveau des ceintures, au niveau des foulards, comme je l'avais dit, même parfois même sur les chaussures. Mais quel type de broche pour quel type de tenue? Particulièrement, je ne pense pas que... Si, en fait, c'est selon votre goût. Tout simplement. C'est tout simplement selon votre goût. Je suis sûre que tout à l'heure, Jocelyne, elle a ramené plein de broches, mais elle avait placé une. Elle dit non, ça c'est petit. Il faut que j'en rajoute. Voilà, voilà. Là, maintenant, elle a même mis deux.
Moi, je là, j'ai 2 broches. Ah bon, là, tu as 2? Bien sûr. Oui, et il y a avec la complicité du réalisateur, vous allez voir des dames qui mettent des tenues avec peut-être une dizaine de broches. Et c'est versé ici comme ça. Mais c'est joli. C'est très joli. En fait, il n'y a pas une norme en la matière. Non. En fait, ça dépend de vous. Ça dépend de votre goût. Ça dépend de comment vous vous sentez à l'aise avec ça. Si vous mettez, vous voyez, bon, je peux encore mettre ici, je peux encore en mettre là, mais allez-y, continuez. Bruno, qu'est-ce que tu... Pourquoi on met plus la broche sur le côté gauche? Plus souvent. Bon, c'est ce qui était à la base. Oui, c'est ce qu'on voyait les autres. Quand vous prenez la reine d'Angleterre, par exemple, vous allez voir que ça broche. Donc, on a suivi comme ça seulement. Et je vais rajouter et dire que la broche sur le côté gauche, parce que les poches, en fait, la broche, au départ, ça se mettait sur les poches. Okay, donc les poches sont posées du côté gauche et les broches, voilà, également sont mises sur ces poches-là. Mais avec le temps, on ne les met plus forcément sur des poches. Moi, je n'ai pas de poche, mais j'ai une broche. D'autres préfèrent n'ont pas de poche. Vous également, vous n'avez pas de poche, vous mettez votre broche. Donc, aujourd'hui, la mode, avant, il y avait des standards. On dit, voilà, c'est carré. Mais aujourd'hui, compte tenu de votre humeur, compte tenu de ce que vous voulez, de ce que vous avez envie de faire, vous mettez votre broche comme cela vous enchante en fait. Voilà. Donc la broche aujourd'hui, c'est un accessoire, un atout vestimentaire qui vous différencie. Parce que quand vous allez dans un milieu où les gens sont habillés et que vous avez une broche, vous avez cette petite touche particulière. Moi j'ai l'habitude de remarquer, c'est très souvent, quand je vois une personne, en fait, quand je vois la personne en même temps, je veux déjà voir ce qu'elle a d'abord comme broche, avant maintenant de voir la personne. Parce que c'est la première chose qui m'attire, en fait. Quand vous voyez une personne habillée, c'est la broche qui vous attire. Pas foulard. Non, mais je dis si elle a une broche, ou bien quand je sens qu'il y a un truc particulier sur cette personne, je cherche à voir d'abord c'est quoi. Je dis, mais waouh, c'est beau. Vous êtes très belle avec votre broche. Est-ce qu'il y a un âge pour ne commencer pas à mettre les broches, ou bien quel que soit, pourvu que tu te sentes à l'aise? À l'aise. Il y a même des broches pour enfants. Il y a des nounous, des choses, des dessins animés en broche que vous pouvez placer à votre petite fille sur sa robe, jolie petite robe, et puis voilà, le tout est joué. L'idéal, c'est de mettre la broche sur une tenue unie. En fait, ça permet de la remarquer. Maintenant, vous pouvez la mettre sur des tenues qui ne sont pas unies, sur des tenues fleuries. Ça dépend. C'est vous qui voyez, en fait. Donc, vous pouvez mettre une tenue toute blanche, et vous avez un sac peut-être jaune, donc vous mettez une broche jaune pour assortir. Ou même du rouge. Ou même du rouge. Pour attirer l'attention. Tout à fait. Voilà. Donc, l'idéal, c'est de la mettre sur des tenues unies. Maintenant, bon, si vous avez des tenues qui ne sont pas unies, vous mettez votre broche. Donc, ce matin, je n'ai pas voulu mettre un truc uni. Par exemple, j'ai mis une robe assez de couleurs. Mais quand j'ai posé ma broche, on ne la voyait pas. Du coup, vous avez changé. J'ai changé automatiquement. Voilà, c'est pourquoi l'idéal... Vous êtes prête à changer votre vêtement à cause de la broche. Tout à fait. Et je fais pareil. Tu vois l'amour pour la broche. Je fais pareil. Hein. Vraiment, ça pour qu'on est vraiment différent dans la vie, pendant que moi, je ne remarquerai jamais une broche sur quelqu'un. Ah ouais? Et pourtant, c'est assez remarquable parce que la plupart du temps, c'est fait avec des perles, des paillettes, des pierres. Voilà, de ça n'attirerait pas mon attention. Peut-être parce que vous ne connaissez pas. C'est tout à partir d'aujourd'hui qu'il aura un regard. Je me suis rendu compte de l'importance des broches. Même prochainement, vous pouvez dire à madame, je vois aussi, avec ce faux-là, mets une broche sur ce côté, on va voir ce que ça va donner. Pourquoi pas? Et pour finir, j'aimerais dire très rapidement, broche à ne pas confondre avec les pins. Vous savez, les hommes, quand ils mettent des costumes, ils mettent des pins différents, c'est différent des broches. Les hommes, ils mettent des broches également, mais ils mettent également des pins aussi. Donc, à ne pas confondre. Voilà. Ne confondez surtout pas. Voilà une broche. D'autres femmes, merci. Merci à vous. Un plaisir de vous avoir reçu par ici. Merci beaucoup. Merci à toi aussi, Madame Glamour, Madame Maud Beauté, et à côté de toi, Monsieur Info Pêle-Mêle. Pourquoi cette précision? Et voilà. J'espère qu'à l'avenir, vous allez adopter des broches. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais commencer par adopter les broches. Mais c'est pas pour rien, je disais que je n'avais pas. Ben voilà. Jamais de rendez-vous. Et puis, excusez-moi, sur les broches, très rapidement,
rapidement. Il y a des endroits où il faut mettre les broches, où c'est conseillé. Quand vous allez à une soirée de gala, c'est recommandé, c'est conseillé de mettre une broche sur votre robe de soirée. Rehausser, pas forcément à ce niveau, vous pouvez la mettre sur votre bretelle, peut-être dans votre dos, compte tenu de la robe que vous portez. Regarde Bruno. Compte tenu de la robe, donc c'est très recommandé pour aller à des soirées de gala ou pour aller à une cérémonie de mariage. Quand vous êtes invité, demoiselle d'honneur ou invité de mariage, vous mettez une broche. En fait, c'est beaucoup plus pour des événements joyeux, des événements gais. Vous n'allez pas mettre une broche pour aller à un enterrement. Encore que les gens en mettent aujourd'hui, les gens de somme de discret. C'est là où j'allais en venir. Tout est question de goût. De discret, parce que c'est un deuil. Vous n'allez pas mettre de la lumière dans les yeux. C'est toi qui es mort. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de réalisation de votre émission préférée, Le Rendez-vous de midi. Bel après-midi à tous. Et à bientôt.